tout cas. Voilà, donc c'est toujours dans Contrebande, je le signale aux auditeurs, jusqu'à 21h. On vient d'écouter un extrait du prochain film, Antoine, un souvenir de cette scène. Julien était là. Ouais, on a filmé. Elle provoque beaucoup. Enfin, moi, ça me fait rire, quoi. Il y a quelque chose. Je me disais, mais voilà, de l'histoire de Paul de 75 jusqu'à maintenant, enfin récemment, c'est qu'est-ce qu'il a dû traverser pour arriver à cette espèce de légèreté et de liberté. Et puis voilà, prendre au sérieux, on joue avec sérieux, quoi. Et ça, voilà, je ne peux pas ne pas m'empêcher d'entendre toutes les blessures, comment il a pu traverser pour arriver à quelque chose un peu, voilà, qui nous fasse rire, mais avec tout ce soubassement et voilà, prendre avec sérieux l'humour, quoi. Voilà, on joue avec sérieux et ça doit être, comme tu le disais, Marilyn, tellement extraordinaire, hein, comme actrice, hein, ou comme ce que tu disais, Nicolas, de travailler avec un cinéaste qui vous dépoussière et qui vous redonne de l'élan, quoi. Hein, même si on est un peu hypocondriaque, un peu mélancolique, même si on pense que voilà, cette espèce de y a pas voilà, pas d'ego, pas de narcissisme, hein, surtout pas d'hystérie de l'acteur. Non, pas d'hystérie, et puis que des mises en abîme, quoi, quand même. C'est-à-dire que là, c'est quand même une leçon de jeu. C'est-à-dire joue simple, joue droit. Il n'arrête pas de lui dire. Il lui parle que de ce que René aime. C'est-à-dire vraiment sans fioriture, pas de fabrication, tout ça. Donc c'est incroyable comme il arrivait à faire que les acteurs s'emparent de ses préoccupations, en fait. Par exemple, dans le prochain film, on s'est tous emparés de sa préoccupation. C'est-à-dire, voilà, par exemple, comme Frédéric Pierrot se met à parler comme René, mais exactement comme René. C'est-à-dire, c'est pas possible, tu vas pas faire ça, et tout ça. C'est exactement comme René parlait. C'est-à-dire qu'il y a presque une espèce de dédoublement comme ça dans son cinéma avec les acteurs. Et ça, c'est parce que je pense qu'il avait beaucoup de charisme et qu'au fond, les films ressemblent à... Enfin, c'est vrai, les films ressemblent à leurs auteurs. Et du coup, les acteurs sont comme le réalisateur, jouent comme le réalisateur est dans la vie. Et René, comme il avait cette façon directe, droite, très fantaisiste, avec beaucoup d'humour et de gravité, il avait toujours les deux, quoi, la gravité et l'humour. C'était tout le temps. Et ben nous acteurs, on devient exactement comme lui au moment où on tourne, quoi. Mais parce que c'était chez lui, c'était net. Chez lui, c'était précis. Enfin, il se définissait comme ça. Il était comme ça, quoi. Puis ce qui est fabuleux, c'est que là, je vous écoute parler tous, on est réunis autour de lui et de son travail. Qu'est-ce qui nous a fait passer comme bon moment aussi en dehors de la caméra, quoi. C'est un grand voyage. Quand tu tournes un film avec René, tu te retrouves à la table de sa cuisine. Et vraiment, j'ai un mot pour Fabienne. Parce que c'est vrai que René, c'est aussi Fabienne, quoi. C'est ce couple généreux, fluide. Et on est à table et on boit du Bourgogne. Et les produits sont toujours bons, que ça soit son saumon, son jambon, ses fromages. Mais mon Dieu, quoi, c'est aussi ça le cinéma. Aujourd'hui, on est dans un cinéma qui, avant même de commencer à exister, il doit être rentable. Alors, faut savoir vivre et s'adapter aux époques qu'on traverse, tous, en tant qu'individus. Mais mon Dieu, que l'affect est important, que la mise en abîme est importante, et on peut pas être qu'avec de la rentabilité outrancière, quoi. Faut de la vie, et la vie, elle est pas rentable. La vie, tu la ressens, elle te traverse, elle t'échappe, mais elle est là. Et René, il était un catalyseur de ça, quoi. Et c'est vrai qu'il adorait nous regarder, aimer ou ne pas aimer. Il riait tout le temps. Il riait, putain. Jusqu'au bout, il riait. En tout cas, oui, il désacralisait, quoi, la façon de faire du cinéma. Et puis aussi, quand même, par exemple, dans le prochain film, il joue un présentateur de salle de cinéma complètement nul. Ça nous fait rire. Un animateur de débat. Mais complètement ridicule.
Comme il en a rencontré beaucoup. Comme il en a rencontré beaucoup et qui en même temps il rend grâce à ces gens qui ont quand même montré ses films. Ouais. Et vous voyez, c'est ça. Enfin, non, mais il fait les deux. C'est-à-dire qu'à la fois il montre le ridicule d'une salle avec un animateur qui a rien compris au Qui pose film, des questions débiles. qui pose des questions débiles, et c'est lui qui le joue. C'est lui qui le joue, et parce qu'il l'a vécu et qu'à la fois il a adoré ces moments-là et que il a réussi à comprendre, savoir que ces moments-là étaient à la fois ridicules et heureux, les deux ensemble, quoi. Et c'est lui qui le joue. Il le joue hyper bien d'ailleurs. C'était un bon acteur, hein, vraiment. C'était. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas là, non, mais là. Non, mais je sais pas, mais là. Ah, je sais pas. Non, je sais pas. Moi, je sais pas. Jamais trouvé que c'était un bon acteur. Moi, je sais pas s'il était. Voilà, moi, je pose la question, mais en tout cas là. Dans l'animateur qui pose des questions à côté, qui a vu la moitié du film, qui est pas resté tout le long du film et tout ça, qui donc en parle, c'est hilarant. Il est hilarant. Mais il met en scène ça, par exemple. Donc ça, faut quand même avoir un sacré humour, quoi, pour faire ça, pour l'écrire et l'écrire pour soi en plus, quoi. Alors on va faire ce petit tour de table que j'avais annoncé tout à l'heure. Il y a une filmographie là justement qui traîne sur la table. Donc si vous voulez vous remémorer comme ça des films, des titres de films que vous souhaiteriez conseiller aussi aux auditeurs, des films dont on n'a pas parlé, dans lesquels vous ne jouez pas forcément, mais il y a toute la première partie aussi du parcours de René Ferré au cinéma qui est passionnant. Moi je sais que je suis rentré, vous parlez de manière très subjective comme ça, je suis rentré dans l'univers de René Ferré via Baptême. J'avais 18 ans, j'ai découvert ce film, c'était incroyable. Je sais pas, il y avait effectivement une puissance de romanesque, pour revenir à ce qu'on disait au début de l'émission, qui m'avait vraiment séduit énormément, et en même temps un film énormément touchant, et qui rappelait aussi qu'il avait construit finalement sa filmographie sur la perte de ce frère aussi. C'est vraiment ça qui a motivé tout le reste pratiquement. Et Baptême raconte ça, et d'autres films le racontent, mais Baptême le raconte évidemment. C'est une saga aussi, c'est vraiment un film très étonnant, parce que il y avait ce feuilleton télé, donc il y avait cette dimension presque feuilleton télé, mais reconstitution, mais vraiment dans le bon sens du terme, très très beau feuilleton, mais en même temps je sais pas est-ce que moi, Antoine, avant d'oublier, je viens me lancer. Oui, bien sûr. Moi j'ai un souvenir de Histoire de Paul, je crois que c'était à Chaillot, dans un cycle cinéma psychiatrie à la fin des années 70. J'avais adoré ce film, que je n'ai pas revu depuis. Donc voilà, et c'était le nom René Ferré, Histoire de Paul, René Ferré. Et Baptême, curieusement, j'avais une VHS et je l'avais regardé à la campagne. Je trouvais ça un peu académique. Et puis après la mort de René, on l'a vu dans le cinéma au Lilas, et c'était magnifique. Ah oui, magnifique. Et tout le monde était transporté par la beauté de ce film. Et je me dis, putain, la VHS, c'est pas terrible en fait. Voilà. C'est vrai que cette projection, Antoine, elle était sublime. Ah oui, tout le monde était vraiment transporté. Et on était tous ensemble. C'était un peu chargé déjà au départ, mais le film vraiment était pas le même que celui que j'avais entreaperçu sur ma télé. Voilà mes deux souvenirs. Marie-Lise. Ouais, moi je suis d'accord. Baptême, pour moi, c'est un film qui a un souffle et qui a une émotion incroyable, parce que c'est quand même une émotion à distance. Il y a très peu de gros plans, il n'y a pas d'effet de caméra, mais ça raconte une histoire tragique, et ça la raconte avec tellement d'élégance et tellement de pudeur que pour moi c'est un film magnifique, et justement sur le romanesque, parce que c'est quand même son histoire, et c'est quand même recréer toute cette époque, tous ces personnages. C'est un film ample, c'est un film il y a plein de décors, il y a plein de situations. Moi, c'est un film vraiment qui m'a bouleversée dans sa simplicité, parce qu'il y a une simplicité dans ce film. Moi, j'aime beaucoup L'Enfant du pays.
je trouve que pareil, de la même façon, c'est un film... la pureté de la simplicité, il l'atteint, il y arrive très très bien, quoi. Il y a, pareil, c'est très bien incarné, les décors, les personnages, l'histoire, c'est fait avec très peu de moyens, L'Enfant du pays, mais c'est un film très très fort pour moi. Et c'est vrai qu'après, j'ai une tendresse particulière pour le prochain film, mais pas parce qu'on joue dedans, hein, Antoine ou moi, parce que je trouve que ça raconte le cinéma aussi, quoi. Ça le raconte lui, à un autre moment de sa vie, où il parle du cinéma, de la difficulté, mais il en parle avec gravité et énormément de dérision. Et cette dérision-là, elle est rare au cinéma. Cette capacité cette fantaisie et cet humour, il est rare au cinéma de cette façon-là, parce qu'ils se moquent pas des personnages. Ils sont drôles, ces personnages, quoi. Donc j'ai beaucoup de tendresse pour ce film-là. Et puis pour le projet aussi, parce que c'est un projet au fond ambitieux, quoi. Comme Baptême ou comme L'Enfant du pays, mais d'une autre façon, quoi. Ouais. Nicolas, Julien. Vas-y, Julien. Alors, en sortir un, c'est pas évident, mais C'est pas de plusieurs. Hein. Ouais. Non, mais évidemment, bon, moi j'ai une approche. Il y en a que j'aime moins que d'autres, mais dans ceux qu'on, Nissan Exina par exemple, c'est un film que je trouve très beau, très construit. Après, donc. La place d'un autre aussi, je trouve que je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est très fort, avec Samuel Bleubihan qui est excellent. Et donc c'est cette suite d'Histoire de Paul. C'est l'histoire de Paul étant le personnage en vase clos, en hôpital psychiatrique. Et la place d'un autre, c'est l'histoire de cet homme qui chute et qui traverse. Qui va jusqu'à aller en hôpital psychiatrique. Tchekhov est un film aussi que j'aime beaucoup, vraiment. En plus c'est son dernier et tout ça, mais je trouve que sur la fin, là, Tchekhov, il y a une très 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 belle maîtrise. Au début de sa carrière, il y a une envie d'un peu de construire, peut-être même en termes de mise en scène, il y a une volonté de construire des choses. Je me souviens même de La place d'un autre. Enfin, il aimait vraiment construire des plans, des plans séquences, etc. Dans les autres films aussi, après, mais il y avait une autre approche plus légère aussi, peut-être plus sur le jeu, plus sur les comédiens, quelque chose de. Et à la fin, justement, Tchekhov, je trouve que c'est une belle réunion de ça, quoi. J'ai l'impression. Ça allie une sorte de volonté comme ça de construire un film avec une sorte de maîtrise de mise en scène et en même temps un jeu très qui te surprend et qui est pas là où on l'attend. Voilà. Et puis après, juste dernière chose sur le prochain film que je trouve qui est une sorte de vraiment, après un parcours de s'affronter à des choses autobiographiques lourdes, etc. Le prochain film, il y a vraiment il y a de lui, il est vraiment totalement dedans, dans ce qu'il est à ce moment-là de sa vie, plutôt. Donc, il est vraiment très 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 touchant. Et ce qui est d'autant plus beau, c'est qu'il y a du hasard totalement, quoi. C'est-à-dire que justement, c'est pas passé par un scénario, c'est pas passé par une volonté de dire on va faire un film sur tel sujet. Ça s'est fait comme ça, et en fait, c'est d'une fidélité de l'esprit. On retrouve tout ce qu'on peut retrouver chez lui, et c'est assez touchant, ça, ce geste-là dans ce film. Nicolas. Ben oui, c'est vrai que c'est pas aisé de parler d'un film. Le mot cinéaste prend tout son sens avec René Ferré. T'as des réalisateurs, t'as des auteurs, réalisateurs, et puis t'as des cinéastes. Et il y a un geste global chez René. Si tu prends tous les titres des films de René, c'est une nouvelle signature. Il reformule qui il est, où il en est. D'où il part, vers où il va. Histoire de Paul, j'avais été saisi par la boîte crânienne du film, quoi, en fait. Je l'avais trouvé très beau formellement, son film très brut. Je suis devant la liste, hein, c'est plus facile pour moi, mais Promenade d'été, j'ai aimé la lumière, j'ai aimé voir, je crois que c'est Pierre Lhomme qui fait la lumière.
J'ai aimé voir les feuilles trembler dans le soleil. J'ai aimé voir ces jeunes, cette troupe de théâtre avancer les uns avec les autres, avec ce qu'ils sont, vers leurs rêves, promenade d'été. Les frères Gravé, évidemment, je l'associe à Cassavetes. Je laisserai René nous raconter l'histoire qu'il a eue avec Cassavetes, qui est sublime et qu'il a su me transmettre. L'enfant du pays, très fort, ce voyage dans le temps, il a suffi que maman s'en aille aussi. C'est la première fois que je voyais sa fille, avec Jean-François Stévenin, qui est sublime dedans. Comme une étoile dans la nuit, parce que c'est la confirmation de ma naissance en tant qu'acteur, en tant que garçon du cinéma. Nannerl, la sœur de Mozart, j'ai aimé l'amplitude, j'ai aimé, comme a dit tout à l'heure Marilyn, en effet, il filme pas que Nannerl, il filme aussi le dauphin, Clovis Fouin, qui avait été une révélation pour moi. J'avais trouvé cet acteur formidable. Et j'ai toujours eu l'impression que René était plus ferme avec les acteurs qu'avec les actrices. Donc chapeau à Clovis Fouin. Le prochain film, Pour sa liberté, on en a tous parlé. Et puis oui, Tchekhov pour les raisons d'ordre intime, quoi. Mais vraiment, j'insiste, le mot cinéaste, et je crois que sur la tombe de René, il y a écrit cinéaste, et il s'est pas trompé, quoi, jusqu'au bout. Et récemment, parce que René est très vivant dans ma vie, je dis pas ça parce que je suis dans une émission qui le concerne, j'ai réalisé, comme on le dit tous dans Baptême, et il l'a dit lui-même quand on l'a écouté tout à l'heure, qu'il a hérité de ce prénom qui n'était pas pour lui à la base, mais par son frère aîné qui est mort, n'est-ce pas? Et René, ça veut dire quoi? René. C'est comme Salvador Dali, Salvatore, le sauveur. Voilà, René Ferré, René. La perte d'un frère. Sans cesse. Juste un mot, Julien, sur le coffret. Il y a 2 films qui ne sont pas dans le coffret. Il y a notamment un film qui n'est jamais sorti, c'est L'Enfant Roi. Oui. C'est pourquoi, c'est juste. Je sais pas, c'est pas une question piège. Non. Ouais, non, c'est des films tous les cinéastes ont des films un peu plus dans l'ombre ou qui pour telle ou telle raison qu'ils aimaient moins ou qui ont été moins réussis. Histoire de L'Enfant du pays, en l'occurrence, oui, c'est un film dans lequel je suis moi quand j'ai 4 ans et demi, 5 ans. L'Enfant du pays, non, t'as L'Enfant du pays. Non. L'Enfant Roi. J'ai dit L'Enfant Roi. L'Enfant Roi, c'est une période où il a fait 2 films coup sur coup, Fernand et L'Enfant Roi. Il venait de sortir d'Histoire de Paul, la conventionnelle. Il y avait un peu ce succès, un peu après la conventionnelle, et ses 2 premiers films, il a réussi à vendre l'idée de faire 2 films coup sur coup. Autobiographique, L'Enfant Roi, parce qu'il y a tout le monde, il y a son frère, il y a ma mère, il y a la femme de son frère, tout le monde joue, il y a moi, il y a ma cousine, et c'est un peu raté en vérité. Voilà, après c'est super pour nous, par exemple pour la famille d'avoir ces images-là. Mais c'est vrai que c'est pas un film qui est très réussi et il n'est pas sorti, je crois, du tout. Non, il est pas sorti. Voilà. Fernand est plus intéressant, il est dedans. Il est dans le c'est un film très particulier, moi je l'aime bien aussi. Presque brechtien. Ouais, je trouve qu'il est très intéressant. Bon, voilà. Et l'autre, c'est L'homme qui n'était pas là, une sorte de thriller qu'il a fait dans les années 90 avec Valérie Strauss, avec Yves Evier à l'époque, et lui... je sais plus d'où ça venait, ça, mais c'était pas réussi. Par contre, il y a un film inédit, Simon, qui est un film assez court. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre film qu'il a voulu faire dans la même veine que le prochain film, c'est-à-dire de réunir des gens et de commencer à tourner comme ça. Mais sans nous, donc. Mais il n'a pas choisi les bonnes personnes, voilà. Non, avec notamment un Je sais pas comment il va le prendre, Grégoire. Ouais, c'est après le prochain film. C'est après le prochain film. Ouais, j'en avais entendu parler. Il y a Pierrot. Il y a Pierrot aussi dedans. Frédéric Pierrot il n'y a pas dedans. Pierrot et Gadebois. Non. Il y a Gadebois. Il y a un adolescent autiste qui est un enfant d'amis à eux. Et en fait, ils ont tourné et il n'y avait pas de film. Ils ne voyaient pas avec Fabienne au montage, il n'y avait pas de film. Donc ils ont laissé tomber et puis surtout ils sont partis sur autre chose, sur Tchekhov notamment.
Voilà, et après Tchekhov, ils ont repris le montage en se disant bon, voyons voir s'il n'y a pas quelque chose de bien à sortir là-dedans. Donc ils ont changé l'histoire un peu. Ils en ont fait un film sans souci de la durée. Donc c'est un film qui fait moins de 60 minutes. Donc c'est ce qu'on dit. Et il a validé un montage image avec Fabienne à la fin de sa vie. Donc c'est un film qui n'est pas sorti mais qui existe dans ce coffret et c'est très bien. Voilà, il y a beaucoup de films qui étaient invisibles jusqu'ici. On parlait de Fernand. Ces films ont été restaurés avec l'aide du CNC, il faut le préciser. Ça a été un très long travail et heureusement, et je parle au nom de Fabienne aussi, qu'il a pu initier ce travail-là déjà quelques années avant qu'il décède. Parce que c'est un travail monstrueux d'ayant droit, notamment tous les films des années 70, 80, 90, de récupérer les droits pour autoriser, de récupérer les éléments, etc., d'engager le financement du CNC et d'engager ce travail-là. Et après, Fabienne a suivi ça après sa mort, et du coup, on a ce très beau coffret avec tous ces films, c'est super. Ouais. Voilà. Alors on va juste retrouver Gérard Laine et Nadia Mefla pour les prescriptions mensuelles de Contrebande. Juste en guise de transition, ce petit extrait qu'on a annoncé depuis le début de René Ferré parlant de Cassavetes, c'est assez court, mais je le contextualise parce qu'on parlait de L'Enfant Roi, donc ce film qui n'est jamais sorti, qui a été fait juste après Fernand. Donc après l'échec commercial de Fernand, le coup était rude, dit René Ferré. Je me suis éloigné pendant 5 années de la réalisation, devenant producteur. Une journée de rencontre avec John Cassavetes, dont je voulais produire en Europe Love Streams, a remis mon désir de réaliser à la première place. Je lui dois cette prise de conscience. Julien, tu veux dire un truc ? Non, je crois que c'était pas une journée pour garder le mythe quand même. Évidemment, quand on rencontre Cassavetes, c'est forcément la nuit. Je crois que c'est une nuit. Une nuit. On écoute en tout cas comment René Ferré a rencontré John Cassavetes. On écoute tout de suite comment il le racontait, en tout cas au micro des Passagers de la nuit, anciennement nom de Contrebande. Voilà, vous écoutez Contrebande, c'était René Ferré. Sacré copain. Alors, on passe tout de suite à Gérard nous a rejoint. Bonjour Gérard. Hello Bernard. Nadia, tu voulais, c'est assez intéressant. On va commencer d'ailleurs par parler, je pense, de L'Amour debout. C'est donc l'actualité cinématographique. C'est un film dont tu voulais nous parler, mais qui a un lien finalement dans la production, totalement, avec la façon dont René Ferré produisait ses films. C'est un film qui a été tourné un week-end par mois pendant 1 an, sans argent. Wow. Mais ce qui est magnifique, je sais Gérard que tu vas parler d'un autre film français. Hein. Nous allons parler. Oui, nous allons parler d'un film. Voilà, il y a 2 films français et je me dis, mon Dieu, quelle horreur. L'un est absolument raté et fait par un vieux monsieur, ce qui n'était jamais le cas de René Ferré. Plus il prenait du temps et plus il s'allégeait et il était très contemporain. Et l'autre, dans le lien que je trouve, dans cette filiation, dans cette transmission, cet amour du cinéma, cet amour des acteurs, cette fragilité-là, cette capacité d'être contemporain, ancré, puis de nous ravir, et puis de nous déstabiliser un peu dans les aléas de l'amour. C'est L'Amour debout de Michael Dacheux. C'est Martin et Léa. Martin et Léa. Comment ne pas penser à Alain Cavelier, qui, il y a 40 ans, avait déjà réaliser ce film Martin et Léa. Martin et Léa, on est à Paris, ce sont 2 jeunes provinciaux. Ils se sont aimés quand ils étaient en province. Et puis chacun est venu à Paris faire sa vie. Puis Martin, il fait du sexe avec les hommes, mais voilà, il n'arrive pas à faire l'amour avec les hommes. Et puis en montant à Paris, il se dit, je vais retrouver mon amour de jeunesse, Léa. Mais Léa, elle est ailleurs. Et ce qui est très beau dans cet ailleurs, c'est comment Michael Dacheux nous propose une balade, non pas dans Paris, mais dans les périphéries de Paris, que ce soit avec des réminiscences très légères. Alors, la cinéphilie, l'amour du cinéma, la transmission. Alors, on a Françoise Lebrun, on a Pascal Serveau, on a les réminiscences à la rue Nollet, que notre cher Julien Chastan connaît très bien. On a aussi la réminiscence de Gilles Deleuze, La maman et la putain, évidemment, mais sans ce maniérisme, cette hystérie cinéphile, mais avec justement qu'est-ce que ça donne en 2019. Donc L'Amour debout, très, très simple, très fin, absolument revigorant. Et moi, je me suis dit, mais
tiens, c'est curieux parce qu'il me fait penser à ce que j'adore dans le cinéma français, qui va de Siverac, Jean-Claude Guiguet, aussi des cinéastes comme Alain Cavalier, des cinéastes aussi comme Romer, comme Emmanuel Mouret, voilà, un peu comme ça, qui sont dans le marivaudage du sentiment. Coris Maki aussi, comment des cinéastes étrangers ont su raconter. Le spectre est large. Et large. Oui, c'est-à-dire ce qui est périphérique. Ce qui est périphérique, nos sociétés qui changent dans l'urbanisme, dans les rapports humains, et puis voilà, les questions de genre, d'homosexualité. Je déteste ce terme d'homosexualité, je préfère plutôt les circulations de désir, et sans affirmation, sans maniérisme. Et voilà, moi, l'amour debout m'a mis vraiment debout. Et absolument, voilà, c'est ma pépite du cinéma français. Contrairement, Gérard, et je te donne la parole, à un film rance, raté, avec pléthore d'acteurs excellents, qui s'appelle on va en parler. À cause des filles de Pascal Thomas. Oui, on va en parler, à cause de ce très un mauvais petit film. peu après. Je vais d'abord dire... Voilà. Si tu veux, on va faire un débat là-dessus. 2 films juste qui sont après. sortis le 30 janvier. Voilà, il reste pas beaucoup de temps. Et, Oui, mais en même temps, Anita est en retard. On a du temps, Gérard, on a du temps. D'habitude, cette émission, moi, je me dis, ah, mais alors, allez, qu'ils se dépêchent, ils parlent longtemps, tous, etc. Et moi, j'ai plein de choses à dire. Aujourd'hui, c'était le contraire. Je me disais, pourvu qu'ils parlent longtemps, parce que j'ai presque rien. Parce que j'ai tout manqué. Par exemple, cette semaine, Nadia, on devait aller voir le film de Yorgos Lanthimos. La favorite, oui. Ça, on en a envie, quoi. Ça, c'est vraiment une envie à voir. Bon, et puis, pour des raisons personnelles, on n'a pas pu y aller. Moi, cet après-midi, pendant que tu voyais L'amour debout, je voulais absolument voir Les Estivants. J'y suis allé. Je suis allé dans une salle de cinéma. Je suis rentré, je suis sorti aussitôt parce qu'il n'y avait pas de place. Tellement c'était plein. C'est comble, ça c'est bon signe pour le film. Qui a réalisé Les Estivants? C'est Valéria Bruni Tedeschi. Ouais. Il y a de bonnes rumeurs. Moi j'avais vraiment envie de le voir. Contrairement à beaucoup d'autres, je vais dire, parce que si vous prenez, j'ai remarqué un truc aujourd'hui, c'est que quand on prend la liste des films qui sortent un mercredi, par exemple sur Allociné, parce que là il y a un petit résumé à chaque fois, 5-6 lignes, il y en a 4 sur 5 qui parlent de maladies, de gens qui doivent aller dans les hôpitaux, de dépression, de maladies psychiques, de cauchemars de toutes sortes. C'est impressionnant quand on fait le pourcentage. À peu près 80%. Alors, c'est pour ça que moi, le film de Pascal Thomas... À cause des filles. Mais un super casting. Ne m'a pas déprimé, contrairement à beaucoup de choses en ce moment qui me dépriment, soit dans le cinéma, soit ailleurs. Bon, on ne parle pas de politique maintenant. Bon, Gérard, les critiques se sont plantées. C'est un film vieux, rance. Alors, vieux et rance. Ça, c'est curieux. Alors, tu dis ça parce que Pascal Thomas a mon âge? Mais pas du tout. On vient de consacrer presque 2 heures à René Ferré. Et puis, il fait partie de ces cinéastes qui s'allègent en traversant des choses extrêmement violentes, avec l'histoire de Paul, la destruction, la maladie, la folie. Mais avec cette élégie et cette grâce. Ce que je reproche, et je te laisse la parole, ce que je reproche à Pascal Thomas, je crois que c'est quelqu'un qui est pas sympa, qui est pas gentil. Je crois que c'est même une sorte de rance. Et en plus, il fait du cabotinage. On a passé 2 heures à rire, alors que René Ferré n'est plus là, mais son cinéma est dynamisant. Dans le cinéma de Pascal Thomas, et Dieu sait que j'ai beaucoup aimé ce que faisait Pascal Thomas, dans À cause des filles, alors... brochette de très bons, et je parle vraiment brochette dans le sens presque vulgaire, cuisinier. Allez, on va enfiler des acteurs et des actrices qui tous vont faire du cabotinage. Comment me faire détester de Pierre Richard? Merci Pascal Thomas, quoi. Grâce à lui, je n'aime plus Pierre Richard dans ce film. Ils en font trop. Alexandra Stewart, qui passe un temps... C'est insupportable. On a envie qu'elle crève, parce qu'elle n'arrête pas de boire. Enfin, il y a quelque chose qui est... très vieux, très vieux. Et puis Marie-Josée Croze qui est insupportable. Enfin, chacun. Alors, la seule vertu du film, c'est que j'arrive jamais à dire son nom, Frédéric Bedbeger. Voilà. La seule vertu du film, c'est que pour une fois, il ne dit rien. Il est éjecté au bout de 5 minutes. C'était un générique d'ailleurs. Ça c'est parfait. C'était un générique de Frédéric Bedbeger qui ne dit pas un mot. C'est la seule vertu du film que je trouve. Quand même, Gérard, comment on peut encore, en 2019, faire un film aussi
Tu m'as pas laissé dire que j'avais, parce que tu en as reparlé de René Ferré, j'ai un point commun avec lui, c'est que nous sommes du Nord-Pas-de-Calais. Et quand il a tourné Histoire de Paul, c'était à côté de... Moi, j'étais encore étudiant à Lille, et c'était dans un hôpital psychiatrique, il a tourné vraiment sur place, qui était proche du... Armentières, je crois. Armentières, bien sûr. Qui est dans le Nord, ce qu'on appelait autrefois l'asile d'aliénés, quand j'étais petit, traditionnel, oui. Alors, tu me dis que Pascal Thomas est désagréable. Mais alors, Paul Léoto aussi était désagréable, tu vois, c'est ça le truc. On parle des films qui viennent de sortir, là, Gérard. Pourquoi? On est dans l'actualité cinéma. Oui, sans doute. Mais ce qui est important, c'est que Pascal Thomas a toujours, depuis les premières fois que je l'ai interviewé, il sortait déjà ses phrases en disant une manière simple et claire comme sont les vrais classiques. Il se veut en tout cas un classique. Bon, à titre personnel, c'est quelqu'un de très très cultivé. Et cette culture classique, en particulier de la littérature française, c'est pas pour rien que on cite à la fois Baudelaire, dans son film, dans cette histoire de tatoué, là, quand la fille quitte brusquement le garçon avec qui elle est, parce que sur un tatouage c'est écrit Baudelaire B-E-A-U, et qu'elle ne supporte pas d'avoir écrit ça. Ça, c'est du pur Pascal Thomas. Alors, tu t'es attaqué à pratiquement tous les acteurs. Moi, je trouve que Pierre Richard n'a jamais été mieux, quoi. C'est ça qui me surprend. Écoute, sur la question de la mort et du fantastique... Oui, la scène où il danse avec la mort... Franchement, 1000 fois mieux avec moins d'argent. Jean-Claude Brissot n'avait pas Orange avec lui. Et le budget du dernier film Jean-Claude Brissot, il travaille la question du fantastique et de cette ombre spectrale qu'est la mort, liée au désir féminin et à la perte de la libido. Voilà. C'est la scène de Pierre Richard dans le film. C'est ridicule. Moi, je vais pas les opposer. Danser, c'est ridicule. Non, Brissot, je trouve sa façon. Ouais. Tout le monde peut pas voir le fantastique de la même manière. Écoute, quand même, à cause des filles, quand même. Oui. On peut pas défendre ce film. Alors, je ne l'ai pas vu. Donc, faut quand même rappeler quelque chose, c'est que Pascal Thomas a réalisé et tourné ce film qui s'appelait À cause des filles. Et puis une fois qu'il a eu terminé, alors les producteurs, pas les producteurs, mais dans l'occurrence les distributeurs, et en particulier Canal+, lui ont commencé à dire, mais enfin, À cause des filles, c'est insupportable. On peut pas aujourd'hui sortir un film qui s'appelle À cause des filles. Ça l'a beaucoup gêné. Il a été obligé de chercher des solutions. Il a pensé à l'appeler À cause des filles et des garçons, ou des garçons. Bon. Et puis, finalement, il a proposé à Canal, qui est le principal de l'histoire, de l'appeler À cause des filles, point d'interrogation. Alors moi, je me disais, encore un des ravages du soi-disant féminisme, mais en l'occurrence, je vais le voir. J'ai vu 2 fois ce film. Je vais le revoir en salle cette semaine. Et j'arrive à l'UGC Cité Ciné et la caissière qui était là, je lui tends ma carte verte. Elle me demande ce que je vais voir. Je lui dis À cause des filles. Qu'est-ce qu'elle me dit? La première chose qu'elle me dit: ah bah oui, c'est toujours À cause des filles alors. C'est extraordinaire quand même. Comment ça se fait? C'est quoi le soi-disant féminisme? C'est ce que j'appelle, non, c'est pour simplifier, c'est le féminisme, un certain féminisme radical d'aujourd'hui qui est, à mes yeux, un dévoiement du vrai féminisme. D'accord. C'est plus clair. Oui. Ce qui est très beau dans L'Amour debout, contrairement au film Qu'est-ce qu'on demande aux cinéastes, en fait, Gérard? Qu'est-ce qu'on demande? De nous divertir. Oui, mais de nous permettre d'avoir une place, de nous permettre d'avoir une place, de nous permettre, en tant que spectateur et spectatrice, de faire un voyage. C'est-à-dire que quand je sors de la salle de cinéma, je suis plus tout à fait la même que celle qui est rentrée, quel que soit le genre, quel que soit c'est parce que dans le film de Pascal Thomas, tout était bon pour me faire déplacer. Et Dieu sait que c'est mortifère. Qu'est-ce que dans L'Amour debout, qui est dans ces trajectoires du désir, dans cette espèce de
Alors, effectivement, on a 48 ans, on a 65 ans, on a 15 ans, quel que soit l'âge. Mais quand on est au cinéma face à des rapports amoureux, de tension, de perte, d'innocence, de ne pas être cynique, c'est peut-être ce qu'on attend d'un cinéaste. De nous proposer aussi quelque chose d'un peu d'inattendu, de nous bousculer un peu dans nos attendus, et surtout de ne pas nous conforter. L'amour debout, de Michael Dacheux, mais Dacheux. Oh mon Dieu. Nadia, oui, évidemment. Tu nous fais un parallèle. Peu importe le titre, à cause des filles, à cause des garçons, à cause des verres de viande, peu importe. Tu nous fais un parallèle. Non, mais surtout pas l'amour par terre, comme chez Pascal Thomas. Non, mais on peut pas obligatoirement comparer deux films. Là, tu compares parce que c'est le hasard qui fait comparer. Oui, c'est le hasard complètement. Mais attends, personne n'a dit. On n'a pas dit du tout ce qu'il y avait dans le film de Pascal Thomas. Non, mais on a un peu trop parlé là, parce que là, il faut. Quels sont tes autres coups de cœur ? Non, c'était pour dire que c'était pas un film à sketch simplement, mais un film avec 9 petites historiettes qui sont racontées par des personnages. Et il y a cet effort différent du traditionnel film à sketch de mettre ça en construction. Très bien, on a peu de temps parce que Anita est arrivée, donc bientôt les Jardins d'Orphée. On va terminer l'émission par Loïc Barchet qui nous envoie comme tous les mois sa chronique, et donc ça fait quelques mois qu'il n'avait pas envoyé d'ailleurs de chronique parce qu'il tournait un film, Loïc, un court-métrage, et donc on va écouter sa chronique qui porte sur Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Donc vous connaissez peut-être le principe si vous écoutez souvent l'émission. Loïc Barchet, qui est cinéaste, rencontre en fait des cinéphiles pour parler de leur film de chevet. Voilà. Et là, il rencontre un étudiant en fait, puisqu'il est également enseignant, Loïc, et donc il rencontre son étudiant pour parler du film de Paul Thomas Anderson. Très très vite, donc à la Cinémathèque du documentaire, Nadia, mais très vite. 9 janvier, 9 mars, Alain Cavalier, Ross Louis, excusez-moi, autoportrait. Vraiment, précipitez-vous, puisque vous avez des séances quasiment tous les jours, parfois en présence des deux cinéastes. Comment se filmer ? La question de l'autoportrait. On a parlé tout à l'heure de René Ferré, cette autofiction, ce cinéaste qui est ancré dans le présent. Alain Cavalier, c'est un des plus grands cinéastes français qui a su à la fois transformer les modes de production et de distribution et aussi nous raconter notre temps présent. Vraiment, 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 précipitez-vous. Ceux qui pensent connaître Alain Cavalier, retournez. Ceux qui ne le connaissent pas, surtout découvrez-le. Pour le cinéaste américain, il serait l'envers d'Alain Cavalier. Voilà. Donc à la BPI, 9 janvier, 9 mars. Très bien. Eh bien, je vous remercie tous autour de cette table d'avoir participé à cette émission spéciale consacrée à René Ferré. Merci Nicolas Giraud, merci Julien Ferret, merci Marilyn Canto, merci Antoine Chappé, merci à tous les quatre d'être venus. Merci Bernard. Merci Bernard. Et puis, merci Bernard. Moi je voulais remercier aussi trois femmes d'ailleurs qui ont permis aussi cette émission se fasse. C'est Claire Virouleau, Fabienne Ferré, Marie Ferré. Voilà, je les remercie toutes les trois. Merci à Julien Chastan pour la réalisation de cette émission. Je signale qu'en bonus sur le podcast, vous pourrez écouter un montage que Julien avait fait à la fois des entretiens qu'on n'a pas écoutés ce soir de René Ferré en novembre 2008, entrecoupés d'extraits de films. Voilà. Et puis d'autres extraits qu'on pourra entendre. Je voulais signaler ton film aussi, Nicolas Giraud, Du soleil dans mes yeux. Peut-être va-t-il sortir en DVD, je ne sais pas, je voulais poser la question. Oui, c'est imminent. Voilà. Donc surveillez un peu les bacs. Il va passer sur OCS d'ailleurs. Et il passe sur OCS. Voilà, donc je recommande aux auditeurs. Dans le mois de mars. Voilà, parce que quelque part, même si tu n'as pas travaillé avec des acteurs au point zéro, comme une étoile dans la nuit, du soleil dans mes yeux, tout est lié. Voilà. L'astronaute bientôt. Donc tout de suite, Loïc Barchet, et tout de suite après, évidemment, Anita, les Jardins d'Orphée. Merci Anita d'ailleurs pour la suite. Et rendez-vous le 2 mars. Merci. Au revoir, merci à toutes et tous.